C'est toujours un réel plaisir, mesdames et messieurs, d'être parmi vous dans cette nouvelle édition. Bonsoir et bienvenue. À la une de l'actualité, 16 équipes réparties en 8 groupes ont débuté aujourd'hui les phases de poule du tournoi Viva Football U17 au CFFA Anduran Foot. Le Viva Football, qui est à sa 4e édition cette année, prendra fin le 25 avril. Il vise à offrir une plateforme et à détecter les jeunes talents dans le domaine du football. Felana Rakutar Soul pour plus de détails. La première journée des phases de poule de la 4e édition du Viva Football U17, destinée aux moins de 17 ans, a débuté aujourd'hui au stade du CFFA Anduran Foot. Selon les organisateurs, l'événement est déjà un succès et le nombre de participants a augmenté. Parmi les 32 équipes inscrites pour cette édition, 17 sont nouvelles et certaines viennent même des communes éloignées pour y participer. 16 équipes réparties en 8 groupes ont pris part à cette première journée. Le Viva Football offre une véritable opportunité aux équipes issues de différents clubs de se développer, ce qui est jugé très important par les entraîneurs. La compétition Viva Football U17 se poursuivra lundi prochain sur 2 terrains, au stade d'Antankataka Itos et à celui du CFFA d'Anduran Foot. Il s'agit encore des matchs de la première journée des phases de poule, selon les explications. Et puis, nous allons vous présenter à travers ce focus la fabrication de mallettes en métal. Une famille à Taramasai les fabrique et c'est un métier qui se transmet de génération en génération. Reportage. On en voit souvent chez les marchés artisanaux ces mallettes en fer. Elles sont fabriquées ici à Taramasai, près de l'église catholique. De nombreuses familles se donnent la main pour ce faire. Ce sont surtout les parents qui ont commencé et qui l'ont transmis de génération en génération. Ces personnes se partagent la tâche. Il y a ceux qui travaillent le bois, ceux qui assemblent. Il y a aussi ceux qui couvrent le bois avec du fer. Et il y a ceux qui peignent une fois le travail terminé. Ils utilisent encore les techniques traditionnelles comme la farine et l'eau en guise de colle. En général, ces familles terminent environ 30 mallettes par jour. Le fer blanc était le matériau principal utilisé au début, mais on ne la trouve plus facilement maintenant. Il y a aussi d'autres matériaux qui les embarrassent, avec la hausse des prix en ce moment, comme le bois, les clous, etc. Certaines de ces mallettes sont envoyées dans d'autres régions selon la demande, d'autres sont vendues au marché du Koum aux 67 hectares. Nombreuses sont les utilisations de ces mallettes, notamment pour stocker les aliments et les protéger contre les rongeurs, pour transporter des cendres, etc., selon Rassoul ou l'artisan. Une série de 3 mallettes coûte aux alentours de 58 000 arrières. Voilà à quoi elles ressemblent une fois terminées. En économie, 20 artisans ont bénéficié d'une formation en création dans le domaine de l'artisanat, notamment en design artisanal, qui s'est achevée cette semaine. Cette formation a permis de renforcer les compétences des participants, de développer leur expérience et d'aider les artisans à mieux répondre aux exigences du marché. Cette initiative, organisée conjointement par la Chambre de commerce et d'industrie d'Antananarive et le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, s'inscrit également dans la valorisation de l'artisanat malagasy. Et puis le salaire minimum d'embauche de 300 000 arrières fixé par le GEM, le FIFPAMA et le CTM en février dernier n'est toujours pas entré en vigueur en ce mois de mars. Le décret officialisant cette mesure n'est pas encore sorti. Les détails. Alors que le GEM, Groupement des entreprises de Madagascar, le FIFPAMA, Groupement des entrepreneurs de Madagascar, et le CTM, Confédération des travailleurs de Madagascar, avaient annoncé une revalorisation du salaire minimum d'embauche à 300 000 arrières pour le secteur privé à partir de mars 2026, cette mesure n'est toujours pas effective à ce jour. Le CTNE, Conseil national du travail et de l'emploi, n'a pas validé cette décision en raison de divergences entre les organisations patronales et les syndicats des travailleurs.
Par ailleurs, le ministère de tutelle n'a pas encore soumis cette décision au Conseil du gouvernement. Avec ce montant de 300 milliards, l'augmentation du salaire minimum serait d'environ 14%. Toutefois, selon les syndicats des travailleurs, un salaire de 10 dollars par jour serait plus approprié pour les employés de catégorie M1, tandis que la Banque mondiale fixe le minimum à 3 dollars par jour. En social, les cas de malnutrition aiguë dans les districts d'Ikung et d'Ambosari Sud sont classés dans la catégorie 4, considérée comme très préoccupante depuis le mois d'avril, selon le rapport publié par l'IPC. La sécheresse persistante, la réduction de l'aide et surtout le manque d'accès des populations à l'eau potable sont les principales causes à Ambosaratim. Pour Ikung, l'état vétuste des infrastructures sanitaires, la recrudescence du paludisme et surtout le fait que ce district soit isolé contribue à augmenter le taux de malnutrition aiguë sur place. Andounen Martina, Yves Janel. Des milliers de personnes, notamment des enfants, risquent de vivre une crise alimentaire pendant la période de soudure dans le sud de l'île, face à la sécheresse et à la réduction de l'aide locale, selon l'alerte de l'IPC publiée le 9 septembre 2025 pour la période de mai 2025 à avril 2026. Dans le district d'Ambosar Sud, la vie des populations locales est particulièrement difficile. La sécheresse persistante, la hausse des prix des denrées alimentaires et surtout la réduction de l'aide locale affaiblissent les ménages. L'IPC a également signalé que l'accès limité des populations à l'eau potable pourrait favoriser la propagation de maladies. Dans le district d'Ikung, connu pour son isolement, le risque d'augmentation des cas de malnutrition aiguë est élevé. Outre son isolement, le rapport mentionne également des infrastructures sanitaires, la recrudescence du paludisme et des maladies respiratoires. Politique à présent, l'ancienne députée raélienne Jocelyne Maxime a remercié la population d'Antsranan suite à la décision de la Haute Cour constitutionnelle mettant fin à son mandat. Elle a déclaré ne pas contester cette décision. Elle indique également qu'elle retournera au sein de la société et poursuivra les actions sociales pour lesquelles elle est connue. Andounen Martina. Sortant de son silence, l'ancienne députée d'Antsranan, raélienne Jocelyne Maxime, s'est exprimée après la décision de la Haute Cour constitutionnelle mettant fin à son mandat. Elle affirme ne pas contester cette décision, estimant que les responsabilités sont appelées à être renouvelées. Elle a également adressé ses remerciements à la population d'Antsranan, en particulier à ceux qui lui ont accordé leur confiance en votant pour elle. Étant engagée dans la vie sociale, elle annonce son retour au sein de la communauté afin de poursuivre ses actions sociales. Raélienne Jocelyne Maxime a effectué 2 mandats en tant que députée à Antsranan 1 et entamé son 3e mandat, aujourd'hui interrompu par cette décision. Et direction à présent à Antirabé, la visite des 7 Fouktani composant la commune rurale de Vnankaren dans le district d'Antirabé 2 a été effectuée durant ce mois de mars par les responsables de la commune ainsi que leurs collaborateurs. Il s'agit d'une activité annuelle visant à présenter le bilan des réalisations de l'année écoulée tout en recueillant les attentes de la population en matière de développement dans chaque Fouktan. Jamson Naranjanarman de Viva Antirabé. Les responsables de la commune, accompagnés de leurs collaborateurs, ont effectué la tournée à travers les 7 Fouktan de la commune rurale de Vnankaren, district d'Antirabé 2, au cours de ce mois. Cette occasion a permis de présenter le bilan des actions réalisées durant une année de gestion, tout en étant à l'écoute des besoins et attentes de la population. Plusieurs thématiques ont été abordées lors des rencontres avec la population, notamment la sécurité, la santé, l'éducation, entre autres. La question des routes reliant les différents Fouktagnes à la commune a particulièrement retenu l'attention. Tous s'accordent à dire que les recettes fiscales collectées seront utilisées pour améliorer les voies de circulation empruntées par la population. Par ailleurs, plusieurs projets de développement sont envisagés au sein de la commune rurale de Vnankaren pour lesquels la collaboration des partenaires et des personnes de bonne volonté est sollicitée.
Dans la page culturelle, à l'occasion de son 5e anniversaire, Home Church organise un grand moment de prière ce dimanche au CCI Ivat à partir de 16h. Plusieurs témoignages seront partagés par des personnes ayant constaté un changement dans leur vie après avoir accepté Jésus-Christ. Les détails. Home Church, ou Église à domicile, est un rassemblement de personnes convaincues de l'action de Jésus-Christ dans leur vie. Au cours de ces 5 années d'existence, nombreux sont ceux qui ont témoigné des bienfaits qu'ils ont reçus après l'avoir rejoint. C'est qu'il a transformé mon caractère. Pour ce que le Seigneur fait dans ma vie, en moi et à travers moi. Pour la communauté qu'il m'a donnée, c'est les frères et sœurs en Christ. C'est vraiment la guérison émotionnelle et Dieu a vraiment opéré dans mon cœur. Il a vraiment guéri tous mes blessures. On m'a aidé m'a poussé à assumer qui je suis réellement, qui je suis dans le Seigneur. Moi, je suis vraiment très reconnaissante du mot obéissance. On a un cœur trop disposé depuis qu'on obéit à Jésus et son appel. Depuis qu'on est ici, ça a rapproché vraiment de Jésus. En fait, c'est de le connaître plus en profondeur et de vraiment vivre avec lui chaque instant, chaque moment. C'est ce 29 mars qu'ils célèbrent leur 5e anniversaire avec un grand moment de prière au CCI Ivat, ouvert à tous ceux qui souhaitent rencontrer Dieu. Les artistes vont enchaîner, ils vont nous ramener dans la présence de Dieu, dans la louange, dans la célébration, dans la joie. Et je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est très important pour nous en fait que la louange soit au centre de cette célébration. Et la louange occupe vraiment une place très importante. D'ailleurs, c'est la Bible qui nous apprend que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Donc, c'est très important pour nous de glorifier Dieu à travers tout ce qu'on fait, que c'est pas nous, on se glorifie, c'est pas un spectacle, c'est pas un concert, mais c'est vraiment un vrai moment d'adoration qu'on invite à chacun de vivre avec nous. Et ensuite, on aura un moment où tous les leaders, tous les pasteurs, notamment notre pasteur principal, on va présenter tous les ministères qui existent déjà. Donc, il y a la jeunesse qui s'est levée, il y a le ministère des femmes aussi, il y a beaucoup de choses, mais on va vous présenter ce jour-là tout ce qu'on a pu construire avec Dieu, tout ce que Dieu a construit en 5 ans, si je peux le dire comme ça. Et enfin, il y aura des parties un peu artistiques. On aura une personne qui va faire un solo de danse et je ne vais pas vous en dire plus que ça, mais en globalité, voilà comment ça va se passer. La rencontre sera marquée par des moments de prière, de chant, ainsi que des danses pour louer Dieu. Limite d'âge. On disait tout à l'heure, on est une église jeune, mais tout le monde est bienvenu à cet événement. Donc ne vous disqualifiez pas si vous pensez que vous êtes trop jeune, trop âgé ou autre. Venez comme vous êtes. Ne vous disqualifiez pas que moi parce que je parle pas en français ou moi je suis pas à l'aise d'être en communauté ou qui sont ces gens, etc. Est-ce que je vais être à l'aise? Est-ce que je vais bien m'intégrer? Mais il y aura une équipe d'accueil qui, je vous garantis, vous accueillera avec beaucoup de sourires, avec beaucoup de joie. Donc n'hésitez pas à venir. Enchaînant avec les actualités internationales, l'armée israélienne a dit tôt ce jour frapper des cibles du régime à Téhéran au 29e jour de l'offensive israélo-américaine contre la République islamique. France 24. Les frappes ont été très intenses dans la nuit. À 1h du matin, on a été réveillé par 2 puissantes explosions dans la partie nord de la capitale iranienne. Et ces explosions étaient si fortes que ça a réveillé tous les quartiers, tous les gens des quartiers du nord. Des amis qui habitaient plus au centre nous ont appelés pour savoir si on allait bien. Donc des explosions particulièrement fortes. Ensuite, il y a eu de nouvelles frappes sur d'autres zones, notamment dans le centre,
notamment sur l'université Sciences et Industries de Téhéran, qui a été touchée. On ne sait pas pour quelle raison. À Ispahan, il y a eu également des frappes contre l'université industrielle de la ville, mais aussi contre 2 centrales électriques autour de la ville d'Ispahan. On est vraiment passé à une nouvelle phase dans cette guerre, puisque maintenant ce sont les infrastructures civiles qui sont visées depuis hier matin, avec des frappes qui ont été menées, par exemple, contre 2 sites nucléaires, mais aussi des installations pétrochimiques qui ont été visées ou des zones industrielles dans Téhéran. De son côté, l'Iran a également affirmé qu'il y aura désormais des ripostes généralisées sur toutes les infrastructures des pays de la région, Israël, mais aussi les monarchies arabes du Golfe Persique. La politique d'œil pour œil, dent pour dent n'est plus valable. On va frapper partout avec une puissance encore plus forte. La guerre au Moyen-Orient perturbe les approvisionnements pétroliers mondiaux, provoquant des pénuries de carburant en Asie. Détail avec France 24. Une journée en apparence normale sur les docks de ce port thaïlandais. La marchandise est déchargée des navires et les poissons sont triés pour être vendus. Mais la peur d'une chute brutale de l'activité est dans toutes les têtes. Les prix du poisson ont augmenté, alors les gens en achètent moins. Le prix des sacs en plastique a augmenté, le prix du carburant a augmenté, le prix de la glace a augmenté, tout augmente. Plus de 40% des bateaux de pêche thaïlandais restent actuellement à quai à cause de la flambée des prix du carburant. Un exemple parmi d'autres des effets de la crise dans la région. Environ 90% du pétrole et du gaz transitant par le détroit d'Ormuz sont généralement destinés au continent asiatique. Alors que la guerre au Moyen-Orient se poursuit, les pays d'Asie tentent de s'adapter. L'Inde a réduit les taxes sur l'essence et le diesel d'un montant équivalent à 11 centimes d'euros par litre afin de protéger les consommateurs contre la hausse des prix. Au Vietnam, les compagnies aériennes ont annoncé vendredi des annulations de vols intérieurs et internationaux en raison de contraintes d'approvisionnement en kérosène. Le gouvernement a également suspendu temporairement une taxe environnementale sur les carburants afin de stabiliser le marché. En Birmanie, la junte a mis en place des mesures d'économie de carburant, notamment la circulation alternée. Et face à l'augmentation du prix des bus, la population se tourne vers les trains. La voiture coûte trop cher, alors que le train, on peut le prendre sans être contrôlé. Et les bus, j'ai peur qu'il n'y ait plus de carburant à certains endroits à cause de la crise actuelle. Selon certains experts, la situation pourrait s'aggraver si la guerre continuait et que le détroit d'Ormuz restait bloqué. Et pour terminer, les rebelles Houthis du Yémen, alliés de l'Iran, ont revendiqué leur première attaque contre Israël depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, il y a un mois. France 24. Pour la première fois, tout d'abord, les rebelles Houthis au Yémen ont tiré des missiles sur le sud d'Israël. Les Houthis qui sont alliés à l'Iran, qui régulièrement visaient Israël de drones depuis le 7 octobre 2023, mais qui s'étaient abstenus depuis le début de la guerre il y a un mois et qui avaient dit qu'ils attaqueraient si Israël ou les États-Unis utilisaient la mer Rouge pour attaquer l'Iran et ses alliés. Et puis, on l'a entendu dans les propos de Marco Rubio, il y a de l'espoir côté américain pour que des négociations aboutissent et que la fin de la guerre soit proche. C'est un peu différent côté israélien. Les Israéliens, eux, sont par nature contre les négociations avec la République islamique d'Iran. Et si les objectifs stratégiques américains sont pas forcément très clairs, pour les Israéliens, c'est différent. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui il y a une semaine encore répétait les objectifs israéliens. Il s'agit, dit-il, de décimer le programme nucléaire iranien. Et en ce sens, on l'a bien entendu dans les propos de Siraj Razi, notamment les bombardements continuent et Israël et les États-Unis frappent parfois des sites clés en Iran. Il s'agit aussi, dit Benjamin Netanyahou, de décimer le programme balistique iranien. Les Israéliens qui se targuent d'avoir détruit bon nombre de lanceurs de missiles balistiques sur le sol iranien, ils disent que cela amoindrit la menace des missiles pour Israël et les pays du Golfe. Néanmoins, et on le constate au quotidien, il y a très régulièrement des alertes. Il y a aussi un type de munitions, les
missiles dits à fragmentation qui visent Israël et qui font des dégâts matériels et des dégâts humains, puisque ce sont des missiles plus difficiles à intercepter pour la défense antiaérienne israélienne. Hier soir encore, un homme est mort à Tel Aviv après un missile à fragmentation qui a été tiré par l'Iran. Et puis enfin, les Israéliens disent que le but, c'est de créer les conditions à un changement de régime. Ils se targuent d'avoir tué les personnalités clés du régime, en premier lieu Ali Khamenei au premier jour de la guerre, puis son fils Mojtaba Khamenei, selon ce que dit Donald Trump aujourd'hui, même si la mort du guide suprême n'est pour l'instant pas confirmée. Et puis Ali Larijani, le chef de l'appareil sécuritaire iranien, tué le 17 mars. Néanmoins, selon la plupart des experts, eh bien, le régime étant si bien implanté, il est assez peu réaliste à l'heure actuelle que cet objectif des Israéliens de faire tomber le régime ne soit réaliste dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Et c'est ainsi que se termine cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et bon week-end à tous.